Je vais vous dire clairement combien YouTube me rapporte et vous allez voir, vous allez tomber de votre chaise. Si vous entendez des blob blob blob, c'est la neige de notre toit qui est en train de fondre. Hi! Aujourd'hui, on se retrouve pour une foire aux questions, une Q&A, question and answer. On va parler rémunération YouTube, on va parler de mon immigration, on va parler de mon expérience d'au pair, de mes voyages, de mon podcast, de la confiance en soi. Bref, ça va être intéressant. Première question, comment tu fais pour t'adapter à la vie américaine? Je suis totalement homesick. Alors homesick, ça veut dire du coup avoir le mal du pays. Alors pour ma part, et je sais que mon cas, c'est pas la plupart des cas, le sentiment de mal de pays, je l'ai ressenti les 3 premières semaines où je suis arrivée aux États-Unis, genre en 2018. Et depuis ça, pour ça je suis pas faite pour vivre en France. Je crois que je le sais. En gros, quand je suis devenue au pair en 2018, les 3 premières semaines, ça a été assez coton. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai refusé le CDI? Pourquoi j'ai quitté ma ville natale? Plein de remises en question. Et au final, je me suis un peu claqué le baigneur et je me suis dit, cocotte, tu es là pour 1 an. À la base, c'était ça le plan. Tu es là pour 1 an, tu te reprends et tu profites. Parce que ça va pas durer 107 ans. Mais en gros, je me suis dit... c'est une expérience hors du commun, hors du temps, parce que c'est une parenthèse que tu t'accordes dans ta vie, d'être au pair, de ne pas avoir beaucoup de responsabilités, de rencontrer des personnes de tous les horizons. Profites-en. Je savais que j'avais la volonté et le potentiel pour apprécier l'entièreté de l'expérience et je me suis mis un coup de pied au cul et c'était reparti. J'avais aussi cette FOMO immense. Fear of missing out, genre en gros je me flagellais en regardant les stories de mes potes français, en voyant normal, leur vie continue, donc ils sortent, ils vont en boîte, ils font des voyages ensemble, etc. Je me disais mais je suis en train de tout louper. Mais pas du tout, c'est pas du tout la perspective que j'ai fini par avoir. Après je me suis dit mais en fait là ce que je vis c'est vraiment extraordinaire, donc je dois y faire honneur. As-tu un job de rêve en tête? Alors... je ne sais pas si vous le savez, mais je crois que je le répète suffisamment. J'ai fini mon master en marketing avant de venir aux États-Unis. J'étais pas passionnée du tout. On m'avait mis dans le crâne, comme beaucoup de personnes de ma génération, qu'il fallait absolument qu'on ait des diplômes, si on voulait s'assurer un salaire élevé, etc. etc. Quelle douille! Et j'ai bossé en alternance pendant mes 3 dernières années d'études. Donc j'ai eu un bon aperçu, une bonne expérience significative de ce qu'est le milieu du travail, notamment en agence. C'était pas vraiment une agence, mais ça en avait quand même tout l'air. J'ai vu aussi ce que c'était de travailler dans l'une des plus grosses entreprises françaises. Et je me suis pas vraiment éclatée dans les 3 années que j'ai pu faire. Mais ça a été une claque quand même, parce que je me suis dit putain mais j'ai pas fait mon master pour rien quand même. Avec l'activité que j'ai maintenant, à savoir sur les réseaux sociaux, créer du contenu, etc. C'est là vraiment que j'utilise et que je kiffe utiliser les connaissances que j'ai acquises pendant toutes ces années à l'école. Maintenant en ce qui concerne un métier de rêve en particulier, j'adore créer, j'adore partager, j'adore aussi partir d'une idée et la mettre en œuvre, lui donner une vision, lui donner une direction. Je kiffe. Et pendant un moment, j'ai vraiment pensé à me spécialiser en direction artistique pour tout ce qui est clip. Je sais pas pourquoi, mais vraiment c'est ma passion. Quand j'écoute une chanson, j'ai direct un univers, une scène ou une histoire qui me vient en tête et je me dis ça pourrait donner pas mal sur l'écran. Donc mon petit péché mignon, c'est toujours de décortiquer les musiques vidéo et de voir un peu l'angle, l'approche qu'ils ont prise et moi si j'aurais fait les choses différemment, etc. Donc si je devais vous donner un domaine de prédilection, ce serait divertissement, art visuel. Donc c'est un peu tout ce que je fais quoi. Astuces et expériences pour améliorer son anglais. Well, if you ask, I really want to create content in English because I feel like this is, at this point, the language I'm the most comfortable in. As you can tell, I don't stutter. I'm not looking for my words. It just flows naturally. Et c'est plus le cas en français, donc c'est trop chiant. Bref, des astuces, j'en ai. Mais je vais quand même vous parler du nerf de la guerre, l'immersion. Je ne le répéterai jamais assez. Moi, ce qui m'a aidé, même ce qui a complètement changé ma vie, c'est l'immersion. On m'a foutu dans un pays, enfin non, je me suis mise moi-même dans un pays dans lequel je n'avais jamais été avant. Je ne maîtrisais pas vraiment la langue et quand tu es
confronté au quotidien. En gros, c'est comme un instinct de survie quoi. Si tu veux communiquer, il va falloir que tu foutes la main à la pâte, donc tu pratiques. L'immersion, c'est ce qui a tout changé pour moi, mais il y a aussi quelque chose d'hyper important, c'était ma volonté et ma passion pour l'anglais. J'étais une fada de l'anglais quand j'étais plus jeune. C'était toujours la matière où j'avais la meilleure moyenne, où je m'éclatais le plus, où je participais le plus. Si vous n'avez pas la possibilité, parce que c'est compliqué, de vous rendre dans un pays qui pratique la langue que vous voulez parler, je vous conseille de consommer le plus de contenu possible dans cette dite langue. À la maison, tout est en anglais. Les livres, les musiques, les séries, les films. Je fous du sous-titre en anglais partout parce que je trouve que ça m'aide personnellement. C'est vraiment faire du bourrage de crâne, et quelque chose qu'on sous-estime et qu'on a tendance à même détester, c'est le par cœur. Vous allez me dire, mais Margot, quel genre d'élève psychopathe étais-tu? J'adorais les verbes irréguliers et je pense que je les connais encore par cœur. Je sais que vous voulez pas entendre ça, mais ça vous donne indéniablement une très bonne base de vocabulaire. Ça, et les chansons aussi. J'avais une aptitude à apprendre par cœur des chansons en anglais. C'était fascinant pour mes parents. Ils me disaient, mais comment tu arrives à rentrer ça dans ton crâne et à le garder? Et c'est ce genre de truc qui, quand j'étais en classe d'anglais, me donnait du vocabulaire à mort. Et je me souviens même, plusieurs fois, quand je devais faire des rédactions en anglais, j'avais des phrases toutes faites dans mon crâne qui matchaient avec le sujet du test, et je refoutais ça direct dans la copie. Je les connaissais par cœur. Es-tu vraiment heureuse aux USA? Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment ça va en ce moment, etc. D'ailleurs, je pense que je vais relier ça à la question comment vont tes angoisses en ce moment? Est-ce que je suis heureuse? Bah écoutez, c'est une très bonne question. Franchement, je me sens assez stable aujourd'hui. Alors oui, j'ai commencé un traitement anxiolytique et antidépresseur, mais c'est pas magique. Alors soit j'ai pas le bon dosage, soit je n'ai pas le bon médicament, mais c'est pas parti comme par enchantement. Ça l'a fait au début et c'est pour ça que j'ai eu vraiment un espoir phénoménal. Mais la vérité, c'est que dans mon quotidien, encore hier, j'avais une douleur dans la poitrine, mais c'est fatigant. Parce qu'en plus, c'est pas tout le temps. Donc je sais que j'ai la possibilité d'aller mieux, d'aller bien, mais quand je réalise que je suis dans un tel inconfort, que je suis mal physiquement à cause de mes angoisses, je le subis complètement. C'est-à-dire que quand je suis dans cet état-là, il n'y a rien que je vais pouvoir faire qui va m'en sortir. C'est quand je vais aller dormir, que je vais me réveiller, ça va aller mieux. Ce que je ne peux pas contrôler, c'est juste physiologiquement, à un moment, mon corps il va se dire, allez vas-y, on a ras le cul d'être stressé, on va se détendre la nouille 5 minutes et on va lui accorder voilà, quelques petites heures de paix à la Margot. Et il y a du mieux dans le sens où je dors, je n'entends plus mon cœur battre dans ma tête, et ça, on va pas le prendre pour acquis parce que c'était infernal. Un retour en France bientôt, et j'ai ma cousine qui écrit en majuscule, donc je pense qu'elle gueule. As-tu posé tes dates où tu rentres en France? Après 2 ans, c'est passé tellement vite mais à la fois tellement lentement. Après 2 ans, je vous annonce que la Gomard et son petit mec vont faire un voyage en France parce que ça faisait trop longtemps quoi. J'ai besoin de retrouver mes proches, j'ai besoin de bouffer du pain au chocolat qui coûte pas 4 $. Et puis j'ai une copine qui se marie. En ce qui concerne les dates, on n'a pas de date précise parce qu'on n'a pas encore pris nos billets, mais en été, en parlant de mariage, parce que d'ailleurs il y a une question qui me dit quels sont tes prochains voyages. On a, je crois, 4 mariages cette année. On en a déjà fait un. Donc ça c'est bon, on n'en parle plus, c'est réglé. Mais dans les 3 qui vont suivre, on en a 2 qui nécessitent qu'on prenne l'avion. Alors je sais c'est pas terrible pour l'écologie, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça. Et je vais pas m'en cacher, j'ai hyper hâte de revoyager, de redécouvrir des choses, de découvrir, ah mais j'adore voyager. Donc pour les voyages qui vont venir cette année, il y a un voyage en France, ça c'est sûr. Je viens de planifier un week-end entre meufs qui va être la débandade au possible parce que je ne sais pas combien on est. On n'a pas encore réservé le Airbnb, mais ça va être le branle-bas de combat parce qu'on va voir Sam Smith à Washington. Ensuite, on a un mariage dans une zone des États-Unis où t'as pas envie d'aller l'été parce que tu crèves ta race de chaud et d'humidité. Et en autre voyage de prévu, j'ai une semaine. Une semaine avec une copine de lycée qui me rend visite.
Bon, pas à Pittsburgh bien évidemment, je ne vais pas lui infliger ça, mais du coup on se rejoint à New York City baby. On va passer une semaine à Brooklyn et oh là 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 là, j'ai si hâte. Team Chiefs ou Team Eagles? Alors pour ceux qui ne savent pas, en vrai on se rend encore un peu l'oignon, hein, le Super Bowl qui a lieu tous les ans en février, qui est donc le match ultime de football américain, cette année c'est Kansas City contre Philadelphie. Vous savez l'amour que je porte à Philly, qui est la ville dans laquelle je suis venue habiter en premier quand j'ai déménagé aux États-Unis. Cette ville, mais c'est je l'aime trop. Bien évidemment que je supporte les Eagles. En plus, c'est Rihanna qui fait la mi-temps. Si elle n'est pas venue pour annoncer un nouvel album, franchement, je casse tout. Est-ce que ta vie d'au pair te manque? Revois-tu la famille pour laquelle tu as été au pair? Ma vie d'au pair ne me manque pas spécialement dans le sens où c'était pas un job qui m'épanouissait forcément. Bien évidemment j'adorais la famille dans laquelle j'étais, je suis encore en contact avec eux. D'ailleurs ce matin j'ai l'un des enfants dont je m'occupais qui m'a envoyé une vidéo de lui sur scène en train de jouer de la basse et de chanter avec son petit pote. Enfin bref, je suis toujours en contact avec eux. On ne se voit pas dernièrement parce que Philadelphie c'est à 4h30, 5h de voiture de Pittsburgh. Mais oui, je suis toujours en contact avec eux. D'ailleurs la maman m'a encore écrit un email cette semaine. J'ai toujours pas répondu parce que je mets 10 plombs à répondre à mes emails. Je vais répondre. Comment gères-tu ta vie? Genre tu fais trop de trucs. Tu lis, tu fais des vidéos, des podcasts. Alors je ne gère pas ma vie, je la subis. C'est-à-dire que je fais tout à la dernière minute, je suis motivée au maximum grâce au stress, pas du tout malsain, pas du tout malsain. Et en fait ça me fait trop plaisir que tu me dises ça parce que vu qu'on a une estime de soi si basse ici, j'ai l'impression que je n'en fous pas une. Donc de me dire ça, mais oui t'as raison, le podcast, les vidéos YouTube, je suis active sur TikTok, ouais, je fais des trucs quand même. Qu'est-ce que tu attends pour lancer ton merch? J'ai trouvé un fournisseur qui me plaît, européen, fringues et tote bag. Et ne vous inquiétez pas, le fournisseur que j'ai trouvé, c'est un fournisseur clean qui produit seulement à la demande. C'est-à-dire que vous allez devoir précommander l'article et une fois que la période de précommande est terminée, c'est là qu'ils vont déterminer les stocks à produire. Comme ça, il y a zéro surplus de stock, c'est produit à la quantité nécessaire. Et ça va être entre guillemets indépendant de mon activité. Le fournisseur que j'ai choisi, c'est aussi un fournisseur qui s'occupe de toute la logistique, de la précommande, à la fabrication, à l'envoi, au SAV. Donc comme ça, c'est clean, pesé, emballé. Mais par contre, je vous avais parlé du fait que je voulais ouvrir un Etsy shop pour vendre des stickers et tout ça. Je ne pense pas le faire sur Etsy. Parce que après moult recherches, la commission que s'enfile Etsy est tellement importante que soit je vais devoir facturer les stickers une blinde, soit je vends à perte ou en me faisant 0 balles. Donc c'est pas trop le but quand même, je vous le rappelle, on aimerait bien faire un peu d'argent ici. Donc voilà, je pense que ça en l'occurrence c'est moi qui vais tout faire sans intermédiaire, sans rien. C'est un gros projet parce que ça implique création de site, ça implique toute la logistique, hébergement, blablabla. Mais restez connectés. Et dites-moi d'ailleurs si vous avez des envies particulières en termes de merch. Genre si je vous dis t-shirt, pull à capuche, tote bag et tout, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme design? Qu'est-ce qui vous parlerait? Qu'est-ce qui ferait que vous vous dites alors ça c'est la sauvage qui l'a créé, c'est sûr. Allez-y, parce que oui certes c'est ma marque mais c'est vous qui allez l'acheter. Si tu devais faire un podcast avec une invitée, ce serait abonné ou quelqu'un de connu. Si j'étais entourée de mes potes, ce serait eux que j'inviterais. J'entends par là mes potes français, bien évidemment, parce que ça court pas les rues à Pittsburgh. Si j'étais à Philadelphie, bordel. Mais je vais essayer d'avoir des invités à un moment ou à un autre parce que pour moi, rien n'est plus enrichissant qu'une conversation au moins à deux. C'est bien drôle de parler dans un micro, mais quand t'as personne en face à qui raconter ton histoire ou à challenger ton point de vue, il y a quelque chose qui manque pour moi. On veut voir de plus près l'ensemble bague de fiançailles et alliance. Ok, voici la bête. Donc on a ma bague de fiançailles là, et puis un anneau tout simple pour l'alliance. Ça me fait rire qu'on demande ça parce que il y a quelques jours sur TikTok, j'ai parlé du fait qu'ici aux États-Unis, ils payent les bagues de fiançailles une fortune. Une fortune genre 10 000 $. Mon mec croyait que j'allais lui demander une bague de fiançailles à 10 000 $. Donc je peux vous dire que quand je lui ai dit que c'était hors de question, il est devenu encore plus amoureux de moi. Mais ouais.
Je vous rassure, ce n'est absolument pas du diamant et on n'a absolument pas payé ça 10 000 dollars. Loin, loin du compte. Des conseils pour booster la confiance en soi. Alors, j'ai envie de vous dire que vous vous adressez pas forcément à la bonne personne. Je connais tous les trucs et astuces, toutefois, je ne les applique pas. C'est souvent un problème dans ma vie, hein, c'est très récurrent que j'ai les informations mais que je ne les mette absolument pas en pratique. Petit problème de procrastination ou de peur de l'échec. Mais un conseil que j'aimerais donner, il y en a deux que j'aimerais donner. Un assez spirituel et tout, et un autre très terre à terre, très pratique. Le premier, bah oui, spirituel, parce que devenir spirituel, prendre du recul, prendre le temps, se rendre compte que tout ça n'est qu'une vaste mascarade, que rien compte, que tout le monde s'en fout de vous. Bah ça aide, mine de rien. Devenir spirituel, c'est aussi remettre du sens là où on avait oublié de le faire. Typiquement s'habiller et tout ça, ça peut paraître superficiel, mais si on se dit là, c'est les vêtements dans lesquels je me sens bien, dans lesquels je me sens à l'aise, dans lesquels j'ai l'impression que je suis une bad bitch qui peut tout niquer. Là, directement, on se sent mieux. Donc ouais, bouffez un peu de spiritualité et je vous assure que ça va vous donner une nouvelle perspective et intrinsèquement ça va vous guider vers un je m'en foutisme, ça c'est sûr, mais aussi on va se rapprocher de l'amour de soi. Le deuxième conseil pratico-pratique que je vais vous donner, c'est un truc que j'ai commencé à faire cette semaine, genre vraiment par hasard. Je chante, enfin qu'est-ce que je dis, je gueule en voiture constamment, j'ai de la musique à fond, c'est là que je fais mes vocalises, j'adore chanter. Et j'ai remarqué que dès que je me rapproche d'une voiture, ou qu'une voiture se rapproche de moi, j'arrêtais de chanter parce que je me dis oh là là, il va me voir. Who fucking cares? Depuis cette semaine, je me suis donné le défi de continuer de chanter avec la même intensité, peu importe si je suis à un feu rouge, peu importe si j'ai une bagnole garée juste à côté de moi, peu importe si j'ai un mec qui me double, je continue à vibrer avec la même intensité. Et franchement, libérateur. Et c'est des petits trucs comme ça qui basculent un peu le rapport de confiance que vous avez avec vous, parce que vous vous rendez compte que, comme je l'ai dit, tout le monde s'en fout de vous. Et puis au pire, vous aussi vous vous en foutez d'eux. Ils n'ont pas à dicter votre vie et à ce que vous devez faire ou pas faire. Et d'ailleurs, j'ai une copine qui m'a invitée à un open mic en février, à ce mois-là. Je lui ai dit c'est hors de question, je le fais pas, je veux bien venir et tout. Mais je suis en train de me tâter à le faire. Genre à monter sur scène, avoir un micro, chanter devant un public que je ne connais pas. Ça, je pense que ça va être un pied, mon pote, hors, pas de ma zone de confort, mais de mon monde de confort. Et en psychologie, je crois que cette pratique de faire ça, ça a un nom, ça s'appelle exposure therapy. En gros, on s'expose à la chose qui nous tétanise ou qui nous fait peur. Je pourrais dire des grosses conneries, mais je crois que je dis la vérité. Parle-nous de ta vision du travail, j'ai 28 ans aussi et pas de vrai travail. C'est la source de toutes mes angoisses à l'heure actuelle. En France, on a 3, 4, 5 semaines de congés payés par an. Il y a le congé maternité, tu es protégé par les lois du travail, etc. etc. Et ici, c'est drastiquement différent. Ils se tuent à la tâche. Mais les salaires suivent et les salaires peuvent monter à des sommes mais exorbitantes. Et je me retrouve entre les deux et je me retrouve paumée entre les deux. En plus, ma génération, j'ai l'impression qu'on a compris qu'on n'allait pas se tuer au travail. Que le travail, certes, c'est ce qui permet d'avoir de la nourriture sur ta table, mais foncièrement, c'est pas ça ton identité, c'est pas ça qui va te définir. Ton travail, c'est ton travail, mais t'as ta vie à côté. Ici, vu qu'ils travaillent jusqu'à, mais je sais pas, des 80 heures semaine, ah bah à un moment, tu fais plus trop la différence de ton taf ou de ta vie perso. Je peux pas te blâmer. Faire quelque chose qui t'épanouit, ça n'a pas de prix. Alors certes, des fois, le salaire ne va pas suivre, mais ton épanouissement, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Est-ce que YouTube, le podcast et les collabs te permettent de gagner ta vie? Tu le mérites en tout cas, alors je te remercie. On va parler chiffres, je vais vous dire clairement combien YouTube me rapporte et vous allez voir, vous allez tomber de votre chaise. Vous allez déchanter quand je vous dis que je ne gagne absolument pas ma vie grâce au réseau et que la seule et unique raison pour laquelle je continue d'en faire mon job à plein temps, parce que j'ai d'une part l'envie très profonde de gagner ma vie grâce au réseau, mais aussi et surtout
parce que j'ai un mari extraordinaire qui m'a dit cocotte, je sais que tu adores ça, je sais que tu es bonne à ce que tu fais, fais-le. Ne t'inquiète pas, ne te fais pas de sang d'encre, on gère. Bah, c'est simple, on est le 2 février, hier c'était le 1er février, j'ai fait ma déclaration à l'URSSAF, j'ai déclaré 128 € que Google AdSense, donc YouTube, m'a versé. Et de ces 128 €, l'URSSAF me prélève 27. Voilà, donc le mois de janvier m'a rapporté 101 €. Sans mon mec, je ne pourrais pas faire ça. Ou j'aurais dû, je sais pas, retourner chez mes parents et trouver un job. Et même ici, je pense que je vais trouver un job psychologiquement, j'en ai besoin. J'ai besoin de savoir que je ramène de la thune à mon foyer, à ma famille. C'est quelque chose avec lequel, et j'en ai encore parlé avec mes beaux-parents le week-end dernier, j'ai hyper de mal à gérer ça. J'ai un rapport à l'argent, mais tellement malsain, parce que j'attribue ma valeur à l'argent que je fais. Ah, vous allez vous dire, ah bah non, ton estime ne doit pas voler haut, je le confirme. Après, quand j'ai des collabs, ça monte directement, mais ça monte même pas à 1000 € par mois. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je me démène à ramener du monde sur TikTok, c'est pour ça que j'apprécie quand vous partagez mes vidéos, quand vous mettez des likes, quand vous commentez, quand vous écoutez mes podcasts, que vous les repartagez, etc. Parce qu'il y en a plein qui me disent « Oh, j'aime trop, tu nous incites jamais à liker, à laisser des commentaires, à nous abonner, etc. » Mais en fait, je me tire une balle dans le pied en le faisant pas. Parce que moi, la première, même si j'aime une vidéo, je vais pas forcément avoir le réflexe de la liker. Et si on me le rappelle pas, je le fais pas. Donc s'il vous plaît, si vous pensez aux petits créateurs comme moi, si vous pouvez réagir avec la vidéo ou avec le contenu en général qu'on vous propose, vous ne savez pas l'impact et l'importance que ça a sur nous et ce qu'on fait en fait. Et je vais profiter de ce moment-là pour vous remercier encore une fois de l'accueil que vous avez fait au podcast, parce que à l'heure actuelle, on est le 2 février. Disco Podcast est écouté dans 58 pays. J'y crois même pas, je ne comprends pas, je suis bouche bée. J'ai pour espoir que le podcast puisse un jour me générer de l'argent, parce que j'ai beau avoir la meilleure des volontés, à un moment, faut que j'ai de quoi bouffer sur ma table, quoi. Faut que ça rentre dans mes caisses. Et le problème aussi, je pense, c'est que je suis hyper... Enfin, c'est pas un problème, parce que pour moi, ça me permet de dormir la nuit et d'avoir ma conscience intacte aussi. C'est que je suis très méticuleuse en termes de partenariat, de collaboration, etc. Si je ne suis pas convaincue à 100% par quelque chose, je ne vais pas le partager et je ne vais pas donner suite à la proposition de partenariat. Là, je vais vous donner un exemple qui est en cours. J'ai une marque française qui est spécialisée dans les produits pour cheveux bouclés qui m'a contactée, et en fait, leur positionnement, c'est une box mensuelle avec des produits typiquement pour les cheveux bouclés. J'ai un problème avec les box mensuelles parce que pour moi, j'arrive pas à me sortir de la tête que c'est consommer pour consommer, c'est recevoir des produits tous les mois alors qu'on n'a qu'une seule tête, on n'a qu'une seule tignasse. On peut pas écumer des produits autant comme autant. Enfin, je veux dire, moi, les produits que j'ai dans ma douche, ils me durent 4 à 5 mois, si même plus. Donc je me vois pas promouvoir quelque chose qui pousse à la surconsommation, même si derrière la marque en question, j'adore le message qu'ils partagent, mais la façon dont est délivré le produit. Alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut absolument que je sois à 100% d'accord avec l'entièreté de l'identité de la marque, ou que j'arrondisse mes angles? Je ne sais pas. Donc voilà un peu ce qui se passe dans mon crâne. À chaque fois que je reçois un email de proposition de partenariat, c'est Bagdad dans ma tête. Je sais pas, si vous avez un avis sur la question, dites-moi dans les commentaires. Si Margot, arrête de te flageller comme ça, juste accepte plus de partenariats. Je ne sais pas. Dites-moi. Bon, et ça fait 107 ans que je parle, donc là j'ai choisi une dernière question qui est: quel est le lieu et la saison qui te ressourcent le plus? Bon, alors on va finir sur une note légère. Le lieu qui me ressource le plus, ça va être bateau, mais c'est la nature. Vous me foutez en plein milieu de nulle part avec mon mec, ça va vraiment mais me ressourcer au max. Et aussi mes potes. Mes potes me ressourcent. Bien que je sois une grosse sauvage qui déteste voir du monde, quand je vois du monde, je sais que c'est bénéfique parce que je sais que ça me fait du bien. Et je suis détendue et l'anxiété n'existe pas, les angoisses n'existent pas. Donc à un moment, Margot, et les yeux en face des trous. Rends-toi à l'évidence. Tu as besoin des gens pour te recharger. Et c'était quoi la deuxième partie de la question? La saison qui me ressource le plus? Toutes sauf l'hiver.
Sauf que l'hiver ici à Pittsburgh, ça dure 7 mois, peut-être 6, allez. De novembre à mars-avril. Voilà. Donc c'est long, c'est très long. Mais ça y est, là on est sur la pente ascendante, les jours se rallongent, on tient le bon bout. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à faire ça sur toutes les plateformes où vous voyez ma gueule d'ailleurs. Allez, des kisses. Putain mais j'avais la morve au nez tout le long là.